Welcome les amis, on se retrouve pour les inconnus du ring. La chronique où je vous présente une superstar ou une fédération du circuit indépendant. Et donc là, peut-être que les fans de la chaîne et du circuit indépendant ont reconnu le logo qui est en image de fond. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du Phenomenal One, hey, J Style. Donc pour ceux qui connaissent J-Style, ben vous pouvez bien sûr continuer à écouter cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas justement ce Phenomenal One dont que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pourrez vous faire un aperçu par vous-même de la grandeur de son niveau dans un match que j'ai commenté bien sûr de lui. C'était contre Kyle O'Reilly à Death Before Dishonor. Donc bien sûr le lien sera dans la description. Et il y aura aucun souci avec ça normalement. Et si vous venez avoir un petit souci de YouTube, je mettrai le lien en commentaire. Mais sinon normalement c'est dans la description. Voilà, donc justement je vais vous présenter un peu AJ Styles. Mais comparé à la dernière vidéo que j'ai faite, je ne vais pas vous présenter sa carrière, bien qu'elle soit déjà très très grande et très garnie de titres. Je vais plutôt juste d'abord, enfin j'en parlerai quand même un peu de sa carrière, mais je vais quand même plus m'attarder sur ce qu'il est devenu maintenant, sur ce qu'il est, sur ce que vous pouvez voir de lui maintenant si vous jeunes fans de catch peut-être, ou vieux pour les autres, vous vous mettez à allumer votre ordinateur ou votre télé et à regarder la ROH ou la New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, c'est plus sur ça que je vais me focaliser, c'est plus sur ce qu'il est devenu maintenant. Bien sûr, avant de parler de ce qu'il est devenu maintenant, faut quand même parler de ce qu'il était avant. Donc ça, je vais le faire là justement maintenant. Et je pense que je peux décrire AJ Styles de catcheur indépendant. Alors ça peut surprendre beaucoup vu que je l'ai dit dans différentes chroniques, il est quand même passé à la TNA. Donc ça peut... Et la TNA n'est plus considérée comme une fédération indépendante. Cependant, on a remarqué avec AJ Styles que justement, ce qui l'attachait, ce qu'il aimait, lui, c'est ce catch indépendant. Et malgré sa carrière qui a démarré dans une grande fédération, vu que pour ceux qui suivaient déjà la WCW à cette époque, en 2001, donc avant que la WCW ferme ses portes, AJ Styles faisait partie du roster de la fédération de Ted Turner. Il faisait partie de la WCW. Bon, malheureusement, bien sûr, le sort a fait que il était un peu trop jeune pour être champion. Donc, vous avez pu le voir que dans des matchs de début de show, notamment. Alors, je crois qu'il avait déjà affronté Eddie Guerrero. Bref, voilà, il a affronté ces jeunes-là, des jeunes high flyers quand vous voulez, dans des matchs en début de show, histoire de valoir un peu le titre Cruiserweight et le titre Tag. Je crois aussi qu'il a affronté Oscar Gutierrez et Rey Mysterio, mais j'en suis pas sûr. Et donc, ces combats high flying lui ont fait se faire opérer par la ROH. Donc la ROH, c'est bien sûr la grande fédération indépendante. Et donc c'est la Ring of Honor, bien sûr. Et lorsqu'il a commencé à arriver à la ROH, il a été très très vite champion, que ce soit par équipe avec Matt Sydal ou en solo, comme vous pouvez voir sur la photo. Et donc justement le fait comme ça d'avoir gagné des titres à la ROH, ça lui a fait se repérer par Jeff Jarrett qui venait de lancer la TNA. Et donc lors du tout premier show de la TNA, on l'a vu en match d'ouverture. Et à partir de ce moment-là, AJ Styles est devenu indéniablement le visage de la TNA. Il est devenu la petite pépite d'or que la TNA voulait conserver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a gagné son titre de la X-Division, comme vous pouvez voir à l'image du centre. Et ce, dès le deuxième show de la TNA. Donc voilà, il a vraiment été cette pépite d'or. Il a gagné tous les titres, en fait, pas tous les titres bien sûr, mais il a pas gagné les titres féminins comparé à Eric Young. Mais tous les types de titres qu'il avait à gagner, il les a gagnés. Il était champion par équipe avec Christopher Daniel. Il a, donc d'ailleurs, le championnat par équipe, c'est ce que vous pouvez voir sur la photo qui est à votre, alors à la droite de l'écran.
Et donc, voilà, il a gagné bien sûr le titre de X Division, il a gagné le titre poids lourd, je crois qu'il a gagné le titre des légendes, il a gagné le titre TV, il a gagné tous les titres qu'un homme pouvait gagner à la TNA. Oui, je préfère émettre cette petite précision parce que Eric Young, qui est bel et bien un homme, a gagné lui tous les titres de la TNA, y compris ce féminin. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, justement, AJ Styles, après avoir gagné tous ces titres de la TNA, on pouvait se dire, ben c'est bon, il est devenu le visage de la TNA. Il est devenu le John Cena de la TNA, pour prendre un exemple que les fans de la WWE peuvent comprendre. Malheureusement, ce visage de la TNA n'appréciait pas une chose, c'est que la TNA grandisse de plus en plus. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que ben plus la TNA grandit, plus il est exposé. Le problème, c'est que plus une fédération grandit, plus les prix sont bridés. Et AJ Styles a un moveset assez conséquent, j'en parlerai juste après. Et donc, le fait de... comment dire ça, le fait comme ça d'avoir un moveset assez conséquent et de se faire brider parce que la fédération augmente de plus en plus, ça le saoulait un peu. C'est bon, pas non plus jusqu'à aller passer des gros coups de gueule ou quoi, non, mais ça se sentait qu'il était un peu saoulé. Il préférait pouvoir montrer tout son talent plutôt que de rester derrière un bridage qui sert quasiment à rien. Enfin, si, il sert bien sûr à protéger les catcheurs, parce que plus une fédération grandit, plus on doit exposer ces catcheurs-là. Mais voilà, il aimait pas ce genre de bridage. Et en 2012, fin 2013, début 2014, pardon, lorsqu'il a quitté la TNA pour aller revenir sur le circuit indépendant, on l'a senti déjà beaucoup plus heureux. Bien qu'il était quand même heureux à la TNA malgré tout, mais le fait d'avoir été bridé, ça l'avait un peu dérangé pendant ces quelques années. Et ensuite, il est parti donc sur le circuit indépendant, où il s'est mis à fréquenter le Bullet Club, qui est un club de la New Japan Pro Wrestling. Et donc, mais ça, j'en reparlerai plus en détail dans dans la troisième partie de la vidéo. Et donc, justement, vous dites, mais si AJ Styles était gêné d'avoir ce bridage, c'est qu'il doit avoir un moveset assez conséquent, donc une panel de prise assez remplie. Eh ben oui, justement, vous avez raison. AJ Styles a un panel de prise très rempli. C'est sûrement d'ailleurs un des catcheurs qui a le plus gros moveset de tous ceux qu'on peut voir maintenant, de toute sa génération. Alors bon, là, bien sûr, je n'ai mis que certaines images de son moveset parce qu'il a tellement de prises qu'on ne pourrait pas les afficher. Mais parmi ces prises notables, déjà, on peut noter sa prise de finition. Ce Style Clash que vous pouvez voir tout au centre de l'écran. Donc on voit, il prend son adversaire à l'envers. Et donc ensuite, il va balayer avec ses deux jambes les deux bras de son adversaire qui va atterrir sur le ventre. Donc c'est ce qu'il a nommé le Style Clash. Et donc depuis quelque temps sur le circuit indépendant, il le précède d'un pile driver afin que son adversaire soit sonné et qu'il ne puisse pas contrer ce Style Clash. Mais bien sûr, AJ Styles n'a pas que cette prise-là dans son moveset. Sinon, ça serait très peu rempli. Même John Cena a 5 prises, quand même. Et donc, ben, il a des prises aériennes, bien sûr, pour conserver ce style un peu high flyer. Car c'est un peu ce style qu'il aime bien sur le circuit indépendant. C'est le fait de pouvoir sauter à travers les cordes. C'est le fait de pouvoir faire plein de trucs, mais avec les cordes. Et parmi ces prises-là, déjà, il y a ce flying elbow, ce flying forearm, tout dépend comment il atterrit sur la tête de son adversaire. Donc en fait, la prise, elle est assez simple dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il s'agrippe aux cordes, il saute avec l'aide justement de ces dernières, et il doit atterrir normalement avec le poing, l'avant-bras ou le coude sur le visage de son adversaire. Donc il a appelé ça le flying forearm, donc le coup d'avant-bras à la volée. C'est une prise assez spectaculaire et surtout assez belle à voir d'ailleurs. Vous pouvez la voir tout en haut à gauche de votre écran. Ensuite, il a bien sûr d'autres prises. Il a notamment ce shooting star press. Alors que certains peut-être connaissent si vous connaissez un peu Evan Bourne, qui est un ancien catcheur de la WWE. Donc ce shooting star press,
Bon, c'est une prise très dure à décrire, hein, mais c'est une très belle prise en tout cas. Une prise qui est d'ailleurs maintenant bridée par toutes les grandes fédérations, car jugée beaucoup trop dangereuse. En fait, il est sur la troisième corde, son adversaire est sonné au sol, et il s'élance. Et alors, je ne sais plus combien de tours il fait, mais après, il doit atterrir donc ventre premier sur son adversaire après avoir enchaîné. Alors, je crois que c'est un tour et demi sur lui-même, mais on peut voir que lorsqu'il effectue cette prise, ses jambes sont pliées vers l'arrière et ses bras sont déployés vers le côté. Et donc c'est d'ailleurs ça qui a été jugé beaucoup trop dangereux. C'est parce que sur un truc comme ça, on peut très mal retomber sur le coup et se blesser. Ce qui n'est bien sûr pas l'effet recherché. L'effet recherché plutôt de gagner le match et donc de blesser son adversaire. Même si, bien sûr, tout le catch étant fait surtout sur le circuit indépendant entre des gens qui se respectent, bien sûr, le fait n'est pas d'envoyer son adversaire à l'hôpital, mais plutôt juste de faire des trucs beaux à voir pour le public. Et donc, ce shooting start press, donc vous pouvez le voir, il est en haut au centre de votre écran. Et d'ailleurs, une des grandes prises qui a marqué son ascension à la TNA, parce que c'était assez spectaculaire, les gens avaient rarement vu une prise comme ça, et ça avait plu. Donc ça fait partie de son moveset depuis. Maintenant, il l'utilise plus trop, parce qu'il faut quand même des qualités athlétiques indéniable pour arriver à réaliser des coups comme ça, mais ça lui arrive des fois d'en faire quelques-uns, enfin d'en faire un plutôt par match, parce que si on en fait plusieurs après justement ça abîme trop notre propre corps, mais il en fait des fois dans des matchs. Ensuite il y a le 450 splash, donc le 450 degrés splash, donc celui-là vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. C'est simple. Et alors, il y a une variante. Lui, il préfère plutôt la faire en s'agrippant aux cordes. D'autres préfèrent plus le faire en se jetant du haut de la troisième corde. Donc, je vais prendre bien sûr la version qu'il préfère faire pour vous la décrire. Donc, AJ Style, donc s'agrippe aux cordes. Il saute, prend de l'appui sur la troisième corde avec ses deux pieds et s'élance pour un saut à l'intérieur du ring. Et donc, afin de réaliser cette prise, il va tourner sur lui-même à 450 degrés. Alors, ce qui est l'équivalent de beaucoup de tours sur lui-même, voilà. Et donc, bien sûr, après, il atterrit ventre premier sur son adversaire qui est sonné au sol. Bon, là, pour l'exemple, c'était Kurt Angle, l'adversaire sonné au sol. Mais bien sûr, ça peut être n'importe quel adversaire, hein, je tiens à préciser. Je ne fais pas de culte anti-Kurt Angle ou autre. Enfin, je précise ça parce que je vois que j'ai mis 3 photos avec Kurt Angle en mauvaise position. Pareil pour Christopher Daniel. J'ai rien contre Christopher Daniel. C'est pas de ma faute si c'est la victime de mes photos. Excusez-moi. Non, voilà, donc plaisanterie mise à part. Cette prise aussi est très spectaculaire, tout comme le shooting start press. Et ça a permis d'installer AJ Styles sous le toit de la X-Division, sur le toit de la X-Division. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné son tout premier titre de la X-Division lorsqu'il a réalisé sur Jerry Lynn. Voilà, bien sûr, s'il n'a pas que des prises aériennes et AJ Styles, sinon ça serait un peu trop dangereux et surtout pas assez beau à voir. Il a aussi des prises, alors qu'on peut appeler prises de soumission, même si l'une d'entre elles est utilisée par tous les catcheurs, qui permet bien sûr d'affaiblir son adversaire afin de le laisser plus au sol ou juste lui couper le souffle ou temporiser dans un match. Et donc dans ces prises de soumission qu'il a dans ce moveset, bon bien sûr j'en ai mis 3 mais il y en a plusieurs autres, il y a déjà une clé de tête. Bon, ça une prise assez simple, hein. On entoure la tête de son adversaire avec son bras. Le but est bien sûr de couper le souffle de son adversaire. Et ça nous permet de temporiser après des changements de rythme, des choses du genre. C'est pas mal, comme ça nous on récupère notre souffle, mais l'autre adversaire n'y arrive pas. C'est une prise très intelligente qui est faite par quasiment tous les catcheurs. Donc bon, c'est normal que AJ Styles, qui je le répète, a sûrement des meilleurs movesets de sa génération, les dans son panel. Ensuite, alors on a le Clover Half Killer. Donc c'est une prise que vous pouvez voir en bas au centre.
En fait, il place sa jambe au niveau de l'arrière du genou de son adversaire et il tire la jambe de son adversaire jusqu'à essayer de la plier par-dessus sa jambe. Donc là, il a effectué sur Sanada cette prise. Et souvent que lorsque son adversaire ne souffre pas assez avec cette prise, ça lui arrive d'augmenter l'angle d'impulsion en basculant vers l'arrière. Cela, bon, bien sûr, en faisant en sorte que ses épaules touchent pas le sol ou qu'il n'y en ait qu'une des deux qui touche le sol, sinon bien sûr il reçoit un tombé. Et avec cette impulsion, généralement, la partie basse du corps de son adversaire, même voire des fois son ventre, s'élève petit à petit. Et plus il y a d'angle, plus le pliage, enfin plus la douleur est sévère, car plus il peut tirer fort sur la jambe de son adversaire et donc aller la plier de plus en plus. Et donc cette prise-là permet surtout de s'attaquer à la jambe de son adversaire, mais elle peut aussi être, elle est utilisée pour affaiblir la jambe bien sûr, mais peut aussi être utilisée pour temporiser. Parce que là c'est exactement la même chose. Lorsqu'un adversaire vient de changer de rythme, que Edge Styles n'arrive pas à suivre, le fait de placer ce Cloverleaf Killer, déjà, ça baisse le rythme, parce que tout d'un coup on passe sur un rythme rapide et un rythme lent, vu qu'une prise de soumission, il n'y a pas de, ça bouge pas quoi, c'est lent. Et le fait de, même immobile plutôt, pas lent mais immobile, et le fait de tirer en plus sur la jambe de son adversaire, ça affaiblit cette zone qui est beaucoup utilisée pour les changements de rythme, vu que quand on accélère, on court, donc on utilise ses jambes. Et donc plus on travaille sur cette zone, moins son adversaire pourra changer de rythme plus tard. Donc là aussi, pareil, c'est une prise de soumission intelligente qui permet bien sûr de temporiser et de affaiblir la partie basse de son adversaire. La troisième prise de soumission que j'ai choisie pour caractériser le moveset de AJ Styles est le single leg Boston Crab. Donc cette prise là est assez simple, son adversaire est allongé sur le ventre. AJ Styles s'affaisse alors au niveau des parties basses lombaires de son adversaire, voire même au niveau du fessier de son adversaire, et lui étire une jambe en arrière. Donc cet étirement travaille beaucoup au niveau de la cuisse, vu que c'est comme lorsqu'on étire une jambe après un effort, quoi. Ça tire justement sur cette cuisse. Donc là on peut le voir qu'il a effectué sur Kurt Angle sur la photo que j'ai placée. Et le fait d'avoir utilisé cette prise là lui permet encore une fois de travailler sur la zone basse de son adversaire, mais ça lui permet aussi de temporiser après un changement de rythme comme toutes les prises de soumission. Mais bien sûr, il n'a pas que ça dans son panel, il a plein d'autres prises, il a des prises que vous ne voyez pas là, mais que vous verrez sûrement dans le match que j'ai commenté. Il y a des prises que vous verrez sûrement si vous regardez AJ Styles plus tard. Mais par contre, il a deux prises qui m'ont marqué. Ce n'est pas forcément des prises de finition, c'est pas forcément des prises de soumission, c'est juste des prises comme ça qui sortent n'importe quand dans les matchs et qui sont assez spectaculaires à voir et assez beaux même. La première, c'est son Pele Kick, donc que j'ai appelé une Zlatan, que j'ai appelé le coup de pied pendulaire. C'est simple, son adversaire est donc debout et AJ Styles va se jeter en l'air comme pour faire une sorte de roue et il va donner un coup de pied alors qu'il est appuyé sur un bras à son adversaire. Donc là on peut le voir qu'il réalisait ce coup de pied sur Christopher Daniel et normalement ça serait la partie du tibia qui devrait heurter la tempe de son adversaire ou dans les cas ou dans d'autres cas la nuque. Tout dépend bien sûr de la taille de son adversaire et de la manière dont effectuer ce Pele Kick pour l'appellation exacte ou ce coup de pied pendulaire. Et donc ce coup de pied pendulaire est assez spectaculaire à voir et il peut aussi être sorti de nulle part. Et je trouve que ça caractérise vraiment le style de catch de AJ Styles vu que c'est un style assez diversifié où les prises qui sortent ne sont pas forcément prévisibles, on va dire, pour nous, observeurs de catch bien sûr, enfin fans de catch
ou juste une personne comme ça qui observe un match. Bien sûr, après on sait que pour l'adversaire c'est prévisible vu que tous les matchs sont bookés et tout, mais pour nous, fans de catch, ce coup de pied là est assez imprévisible et assez beau à voir. Et franchement, il le sort, je pense, à quasiment tous ses matchs. Et c'est assez beau. La deuxième prise que j'ai choisie pour caractériser le moveset diversifié des G-Style est le reverse DDT. Alors donc là vous pouvez voir sur l'image qui est au milieu à droite que c'est un combo qui fait vu que alors quand chacun son adversaire il fait que le reverse DDT, quand il a deux adversaires ou quand c'est dans un combat par équipe il continue en faisant aussi un DDT à l'autre personne. Donc un DDT c'est quoi? C'est on met la tête de son adversaire entre nos bras, on tombe en arrière et la tête de notre adversaire doit toucher le sol. Donc en fait en gros on plante la tête de son adversaire. Un reverse DDT c'est quoi? C'est un DDT mais retourné. C'est-à-dire qu'au lieu que son adversaire soit plié face, ventre vers le sol, son adversaire sera plié dos vers le sol. Mais la prise reste la même, c'est-à-dire qu'on prend aussi son adversaire, enfin la tête de notre adversaire entre les bras, et on essaie quand même de la planter au sol. Donc bon là on peut le voir en combo, c'est-à-dire que là il fait les deux, il fait le DDT à Christopher Daniel et le reverse DDT à Frankie Kazarian. Mais en match 1 contre 1, ça serait que le reverse DDT qu'il porterait. Voilà, donc je vous ai présenté un peu quelques prises de Edge Style. Certaines prises qui peuvent vous paraître très belles, d'autres qui peuvent vous paraître un peu moins belles peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous présenter un peu ce moveset d'Edge Style. Parce que si vous venez à vouloir découvrir encore plus d'Edge Style, je pense que le mieux est quand même de connaître un peu certaines prises parce que ça nous permet de connaître un peu le catcheur vu que le catcheur utilise souvent les mêmes prises. Voilà, et donc maintenant qu'on a passé au moveset, on va passer à ce qu'il est devenu maintenant. Qu'est-ce qu'est maintenant Edge Style? Donc Edge Style maintenant est un membre du Bullet Club. Donc vous pouvez voir une petite image du Bullet Club à gauche de votre écran. Et donc ce membre du Bullet Club est surtout et incontestablement un des leaders de ce Bullet Club justement. Alors bien sûr ce n'est pas très sympa pour les autres personnes de ce gang, entre guillemets si on peut appeler ça comme ça. Mais pour moi c'est la personne qui a le plus de talent dans cette équipe et donc c'est de là que je l'autoproclame, mais ça se voit lors des différents matchs qu'il a justement cette attitude de leader. C'est le leader pour moi du Bullet Club, même si Jeff Jarrett derrière en joue aussi le rôle. Mais ça j'en reparlerai juste après lorsque j'ai mieux présenté le Bullet Club. Mais il ne fait pas que des petits tours à la New Japan Pro Wrestling avec le Bullet Club. Il est aussi présent dans différentes fédérations plus indépendantes, pas forcément plus indépendantes, mais notamment là. Alors la Pro Wrestling Guerrilla, PWG, et la ROH, au Ring of Honor. Alors là en ce moment on le voit de plus en plus à la ROH parce que c'est là où il y a de plus en plus de bons adversaires américains. Parce qu'à New Japan c'est plus des adversaires japonais justement. Donc ça lui permet de faire des bons matchs. Son dernier match à la ROH était contre Matt Sydal, aka Evan Bourne. Et à la New Japan, son dernier match était contre Yoshitatsu. Alors je ne précise, il est dans aucune il est dans aucune longue feud. Pour une raison très simple, c'est que le circuit indépendant est du one shot. C'est-à-dire que c'est souvent des feuds qui se jouent sur 1, 2, maximum 3 matchs. Et étant donné qu'il y a souvent beaucoup de weekly ou quoi, ça se transforme que en fait, il y a jamais vraiment de grandes feuds, sauf quand on est champion. Donc il n'a aucune feud de prévu pour le moment. Le dernier match qu'il a fait justement contre Matt Sydal était juste pour marquer le retour de Sydal à la ROH et parce qu'il a fait équipe à une époque, donc c'est un peu un clin d'œil des bookers à ce moment-là.
Et pour son dernier match à la New Japan Pro Wrestling, c'était pour valoriser Yoshitatsu. Bon, même s'il a gagné derrière, voilà, c'était pour une confrontation américo-japonaise. À noter que la dernière feud en date qu'il ait eu, c'était contre Takahashi. C'était pour le titre de la IWGP, donc de la New Japan Pro Wrestling, parce que bon, y a une histoire avec cette ceinture là, c'est tout. Et donc ben il a perdu le titre et la feud c'est quasiment fini là. À noter qu'il sera en lice dans le prochain show de la New Japan Pro Wrestling, qui est un tournoi pour le titre par équipe, enfin une ligue plutôt avec, je crois qu'il y a une dizaine d'équipes. Donc si il sort vainqueur de cette ligue avec son partenaire japonais du Bullet Club, alors il sera challenger numéro 1. Mais bien sûr, on sait qu'il y a de plus grandes équipes qui dans ce tournoi, donc je me fais malheureusement pas beaucoup d'illusions pour Edge Style. Mais il en fera partie, et donc vu qu'il y a un peu plus de 10 équipes et que c'est des blocs de 6 ou de 5, ça veut dire qu'il catchera au moins 4 fois lors de ce show-là. Donc si vous avez envie de voir Edge Style, vous pouvez, ce show-là, vous le verrez 4 fois. Enfin, vous verrez 4 fois un combat d'Edge Style. À la ROH, par contre, alors je ne crois pas qu'il soit prévu pour le prochain e-pay-per-view qui est Glory by Honor. Par contre, il me semble qu'il est prévu pour faire une apparition en weekly, en show hebdomadaire, dans quelques semaines. Donc, faudrait que je me renseigne. De toute manière, ça, s'il apparaît en e-pay-per-view, ça sera dans mon Indie Tour. Et puis, ben, sinon, ça sera dans les shows de la ROH. Donc, justement, je disais qu'il était membre du Bullet Club. Je vais vous présenter pour finir un peu ce Bullet Club. Donc, le Bullet Club est un clan, un gang, une équipe de la New Japan Pro Wrestling. Elle est composée de plusieurs personnes qui ont quasiment des rôles différents. Donc on a bien sûr les Young Buds, donc que vous pouvez voir, alors c'est à gauche de la photo avec les titres argentés, donc qui est le titre junior par équipe de la New Japan Pro Wrestling, qu'ils ont perdu depuis, mais qu'ils avaient à l'époque de la photo. Et donc c'est Matt et Nick Jackson, les Young Buds. On a Bad Luck Fail qui est à côté d'eux avec le petit bouc et les lunettes de soleil. On a Doc Gallows et Carl Anderson qui sont les deux personnes à côté avec le titre en or qui est donc le titre par équipe, oui, de la New Japan Pro Wrestling. On a alors, je crois que c'est Tanahashi, le japonais qui est souvent accompagné d'une ravissante fille dont je me rappelle plus son nom lors de ces shows. Donc lui aussi fait partie du Bullet Club. Et enfin on a Tamatonga qu'on peut voir avec le maquillage qui est justement devant Edge Style. Donc ce clan là est un peu a quand même quelques signes ressemblants avec la DX qui était à l'époque un clan de la WWE, et la New World Order NWO qui était un clan lui de la WCW. Alors pourquoi je dis ça? Déjà parce que les Young Bucks reprennent une phrase, enfin plutôt une expression qui était souvent employée par Shawn Michaels. À l'époque quand il était dans DX, c'était le Fake It, que je ne peux pas traduire bien sûr, étant donné que il y a le CSA qui me surveille. Et puis bien sûr leur ressemblance avec la NWO vient déjà aux signes qu'ils font. Donc ces sortes de cornes qui étaient un signe que faisait souvent la NWO. Et enfin par leur couleur un peu noire et blanche et les signes de pistolet qu'on peut voir souvent dans leurs matchs. Alors ce Bullet Club, bien sûr, comme je dis, catch à la New Japan Pro Wrestling et en ce moment ont un push assez conséquent, c'est-à-dire qu'ils gagnent la plupart des matchs dans lesquels ils sont. D'ailleurs, les Young Bucks ont une légère feud avec les Red Dragons, les Forever Hooligans, les Time Splitters et les Suzuki Gun. Donc ces 5 équipes se tirent un peu la bourre pour être championnes junior par équipe. Ensuite, alors quant à Bad Luck Fail, Doug Gallows et Carl Anderson,
ils squattent les mid-cards et ils gagnent souvent contre des adversaires japonais tels que Captain New Japan, Tiger Mask 4, Fuego, et etc. Alors, Tanahashi, si c'est bien son nom, lui squatte plus le mid-card aussi dans des matchs. Alors, c'est souvent en équipe avec les Young Bucks, mais il est pas rare de le voir aussi en solo. Je crois qu'on l'a vu récemment. Voilà, AJ Styles bien sûr squatte lui les main events ou plutôt les grands matchs alors à la New Japan mais aussi à la ROH. Et j'en ai parlé plus tôt d'AJ Styles. Et Tamatonga lui squatte la low card, c'est-à-dire les petits matchs. Mais ça lui arrive des fois aussi de faire des 4 contre 4 ou des 5 contre 5 avec ses autres partenaires du Bullet Club contre un clan quelconque, par exemple les Suzuki Gun ou les Chaos à la New Japan Pro Wrestling. Voilà, c'est sur ce que se termine donc mes inconnus du ring consacrés à AJ Styles. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce personnage assez atypique qui est Allen Jones, donc AJ Styles. Si vous avez envie de découvrir son talent, vous pouvez aller voir le match dont j'ai laissé le lien dans la description, qui est bien sûr commenté par moi, je le répète. D'ailleurs, pour les inconnus du ring du 3 décembre, je vous laisse le choix du sujet que j'aborderai. Donc, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour voter sur les liens Pixul, enfin sur le lien Pixul que je vous mettrai dans la description. Et donc, vous avez le choix entre les Red Dragons, les Young Bucks, Jay Briscoe qui est l'actuel champion de la ROH et Kevin Steen. Donc, je vous laisserai choisir une de ces quatre superstars. Et donc, je vous le présenterai bien sûr lors des Inconnus du Ring du 3 décembre. Enfin, je présenterai la superstar qui a eu la majorité des voix. Voilà, bon, mais écoutez, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour des nouvelles aventures d'Indie Tour, de TNA Info ou des Inconnus du Ring. Allez, ciao, bonsoir.